candidate qui nous rejoint. Ainsi en a voulu le tirage au sort, Marine Le Pen. Elle a 48 ans, elle est députée européenne, elle est présidente du Front National, c'est sa deuxième présidentielle. Son slogan, remettre la France en ordre. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Marine Le Pen, merci d'être avec nous. Première question, comme à chaque candidat, quel est l'objet que vous pourriez installer dans votre bureau à l'Élysée si vous étiez élue présidente et qui représenterait quelque chose d'emblématique de vous-même ou de votre projet? Une clé. Voilà. C'est un chef d'entreprise de Moselle qui symboliquement m'a offert la clé de son entreprise. Et cette marque de confiance a été pour moi un vrai moment d'émotion. Alors je la trouve symbolique cette clé et il se trouve que moi je veux rendre aux Français les clés de la maison France. Alors je l'emmènerai effectivement et je la poserai sur mon bureau à l'Élysée si les Français me font la confiance de m'élire. Deux précisions économiques. Et d'abord, la sortie de l'euro, si les Français vous suivent justement et la valident par référendum. On reviendra donc au franc sous Marine Le Pen présidente, qui sera forcément dévalué. Qu'est-ce que vous dites aux Français et notamment aux retraités qui ont accumulé un petit patrimoine et qui ont peur de voir leur argent fondre de 15 à 20%? D'abord, ceci est faux. Je voudrais revenir sur un petit peu le contrat que je passe avec les Français. Je compte engager une grande négociation pour leur rendre leur souveraineté sur 4 éléments essentiels. Je l'ai dit, la maîtrise des frontières, parce que les Français ont le droit de décider qui entre chez eux. La maîtrise de leurs lois, parce que c'est le fondement de la démocratie. La maîtrise de leur économie, pour pouvoir faire du patriotisme économique, ce qui est interdit aujourd'hui par l'Union européenne, du protectionnisme, ce qui est interdit aujourd'hui par l'Union européenne, et retrouver la maîtrise de leur monnaie. Les Français ont vu la monnaie, l'euro par exemple, changer de valeur au cours des 5 dernières années de manière spectaculaire. Personne ne s'en est rendu compte. Pour une raison simple, c'est que ça n'a pas d'influence sur leur épargne. Voilà. Donc ça fait partie d'un des mensonges qui sont diffusés dans le cadre de ce qu'on a appelé le projet peur, qui consiste à tenter de paniquer les Français pour ne pas leur laisser le choix de se défendre en réalité. Car le retour à une monnaie nationale, c'est le retour à la possibilité d'avoir une monnaie qui est en adéquation avec notre économie. Et donc nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Donc partir à la conquête du monde. Donc pouvoir exporter, donc pouvoir créer des emplois. Parce que moi je refuse de me soumettre à la fatalité qui est exprimée par l'intégralité de nos dirigeants politiques, consiste à dire il y a un chômage massif, mais on ne peut rien faire. Eh bien moi je viens dire aux Français, bien entendu on peut faire des choses, mais pour faire ces choses, il faut retrouver encore une fois la liberté de les faire. Beaucoup sont interdits aujourd'hui par l'Union européenne. Mais d'évaluer notre monnaie, ça veut dire aussi payer tout ce qu'on va importer 15 à 20% plus cher, Marine Le Pen. Ça veut dire payer notre pétrole plus cher, ça veut dire payer notre café plus cher, notre caoutchouc plus cher. C'est ça aussi, retourner au franc. Madame, je ne vais pas rentrer dans, encore une fois, ce genre de considération avec vous, juste pour vous dire que sur le pétrole, par exemple, prenons cet exemple-là, en réalité, le coût du pétrole, c'est 80% de taxes perçues par l'État. Vous voyez, donc la matière première, par rapport au prix à la pompe, c'est 20% seulement. Donc imaginons que notre monnaie, par exemple, perde 7% de valeur, parce que c'est ce qui est donné aujourd'hui par les études, eh bien la conséquence serait tout à fait dérisoire. En revanche, nous allons... Machines. Mais arrêtez avec ce genre de considération. L'euro valait 1,55 € il y a 3 ans. Il vaut aujourd'hui 0,80 centimes. Nous commerçons essentiellement dans la zone européenne. Est-ce que les téléphones ont augmenté, ont doublé? Non, arrêtez avec ce genre de projet peur, ça ne fonctionne plus. Ça a été utilisé pour le Brexit, ça a été utilisé pour l'élection de Donald Trump, ça ne fonctionne plus. Il y a énormément de bénéfices à avoir une monnaie nationale, parce que moi, je n'ai pas une vision, encore une fois, d'idéologue. J'ai une vision qui est pragmatique. Je veux retrouver la voie de la création d'emplois. Et pour cela, pour retrouver de la compétitivité, il y a 3 moyens, Madame Salamé. Baisser les salaires, baisser le système de protection sociale ou avoir une monnaie adaptée à notre économie. Il n'est pas question que je baisse les salaires, il n'est pas question que j'effondre le système de protection sociale. Il reste donc une solution qui est non seulement simple à mettre en œuvre, mais qui surtout ne brime pas les Français. Vous voulez stopper l'immigration de travail en raison, dites-vous, du fort taux de chômage en France. Mais vous avez vu cette étude de Pôle emploi hier. Quelques 200 000 emplois restent non pourvus en France.
Beaucoup d'autres sont occupés par des étrangers. Les Français ne souhaitent pas les occuper. Est-ce que ça veut dire, dans votre projet, que vous inciteriez ou que vous obligeriez les Français à occuper ces emplois qu'ils n'occupent pas aujourd'hui? Monsieur Pujadas, je suis encore obligé de contester votre analyse, voilà, qui est celle du MEDEF, qui est celle de l'ensemble de nos élites, qui consiste une fois de plus à culpabiliser toujours les Français. Si, c'est toujours de leur faute. C'est un fait C'est eux objectif. qui ne veulent pas travailler, c'est eux qui sont des paresseux, c'est eux qui se soignent trop, donc ils sont responsables du trou de la sécurité sociale. Il n'y a pas des emplois vacants. C'est eux qui ne travaillent pas assez, donc c'est eux qui sont responsables du déficit de la retraite. Tout cela est faux. Je dis aux Français, arrêtez de vous laisser culpabiliser. Il n'y a pas d'emplois vacants aujourd'hui en France. Il y a autant d'emplois vacants, Monsieur Pujadas, que lorsque nous étions en plein emploi. Voilà, parce que c'est le turnover qui est traditionnel entre les emplois que l'on quitte et les emplois que l'on retrouve. Ça, c'est la réalité des chiffres. Donc, il faut arrêter encore une fois avec cette culpabilisation systématique des Français. Bien, c'est le moment de votre carte blanche, Marine Le Pen. Quelle est la carte blanche que vous avez choisie, le point sur lequel vous souhaitez revenir? C'est la sécurité et le terrorisme, car ceci a été totalement absent de la campagne. Alors je comprends que ceux qui nous ont gouvernés ont peut-être un sentiment de responsabilité à l'égard des résultats dans ces domaines de la sécurité et du terrorisme. Mais que ce sujet soit totalement absent alors qu'il est aussi grave pour la tranquillité, la sérénité des Français, m'apparaît ahurissant. Je pense que rien n'a été fait. Je pense que d'un côté, sur l'insécurité, j'allais dire classique, eh bien, nous subissons les conséquences d'un laxisme qui n'a pas cessé depuis des années et auquel il faut mettre fin en remettant en œuvre des peines planchées, en construisant des places de prison, en mettant en place, pour les crimes les plus graves, la perpétuité réelle incompressible, en supprimant les remises automatiques de peine. Je veux que les victimes soient à nouveau considérées et que les voyous arrêtent d'avoir un sentiment d'impunité. Quant au terrorisme, qui est quand même un sujet majeur, que personne n'a abordé, sauf depuis 3 jours, parce qu'il s'est réinvité dans la campagne. Eh bien, là encore, rien n'a été fait. Nous devons maîtriser nos frontières nationales. C'est essentiel pour savoir qui entre chez nous. Nous devons mettre en œuvre la réorganisation du renseignement. Pardon, elles ont été rétablies, les frontières, depuis... Non, elles ne sont pas rétablies, monsieur suspendu Pujadas. les accords de Schengen. Non, monsieur Pujadas, elles ne sont pas rétablies. Ça n'est pas vrai. Et tous les Français qui passent la frontière tous les jours pourront vous le dire. Il faut reconstituer les moyens de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire créer 15 000 postes de gendarmes et 15 000 postes de gendarmes et de policiers. Il faut recréer des postes de douaniers. Et puis, il faut s'attaquer à la racine du mal, parce que le terrorisme, c'est l'arme qui est dans la main du fondamentalisme islamiste, qui est une idéologie totalitaire. Et là non plus, rien n'a été fait. Il faut s'attaquer au communautarisme, il faut s'attaquer au développement de ce fondamentalisme islamiste dans nos banlieues, financé par des pays étrangers, s'attaquer au recul de la laïcité, il faut fermer les mosquées radicales, il faut expulser, les imams qui prêchent la haine, expulser l'intégralité des fichiers S étrangers. Sur ce point, Marine Le Pen, vous dites expulser les fichiers S. Mais la fiche S, c'est un outil de renseignement qu'on voit dans plusieurs affaires récentes, que c'est la surveillance d'un fichier S qui a permis d'arriver à démanteler tout le réseau et à déjouer des attentats. Est-ce qu'on ne se priverait pas d'un outil d'information et de surveillance en expulsant tous ces fichiers S? Monsieur Pujadas, il y a, je crois, 17 000 fichiers S dans notre pays, dont 10 000 pour lien avec le fondamentalisme islamiste. Expliquez-moi, donnez-moi une raison pour laquelle nous prendrions le risque de conserver sur notre territoire des gens qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste et qui sont étrangers. Pour démanteler les cellules. Ah, donc nous Comme allons les garder. C'est déjà arrivé tout récemment. Non, ceci n'a aucun sens, monsieur Pujadas. Je vous le dis très clairement et très simplement. Tous les fichiers S étrangers, c'est-à-dire tous les étrangers sur notre territoire, qui ont un lien quelconque avec le fondamentalisme islamiste, doivent être expulsés de notre pays. Ça va permettre d'avoir moins de fichiers S à surveiller et ça va beaucoup faciliter le travail de nos services de police et de nos services de renseignement. Encore une fois, pourquoi garder sur notre territoire des bombes potentielles? Nous n'avons aucune raison de le faire. C'est mettre en danger le peuple français. Et moi, en ce qui me concerne, je serai d'une fermeté absolument totale dans ce domaine parce que je suis comme beaucoup de Français. Je suis une mère, j'ai 3 enfants et je ne veux pas qu'à chaque fois qu'ils me disent qu'ils vont faire des
course à la défense, avoir la boule au ventre en me disant que soit ils vont être agressés, soit ils risquent d'être victimes du futur attentat. Je ne le veux pas. Et je ne veux pas que les pères et les mères français vivent avec cette boule au ventre. Marine Le Pen, vous avez déclaré il y a 2 jours, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah ni les terroristes du Bataclan avec moi. Comment vous pouvez être sûre de cela? Mais madame, parce que toutes les mesures que je veux mettre en œuvre font que tous ces gens-là, compte tenu de leur profil, auraient été soit expulsés, soit en prison. Mais quand vous voyez que même Vladimir Poutine, qui emploie la méthode dure, avec les terroristes, n'a pas pu empêcher l'attentat. Madame Salamé, je l'ai dit, dans le même propos, il n'existe pas de risque zéro. Mais ce qui est scandaleux, c'est de laisser le risque 100%. Parce qu'il n'existe pas de risque zéro, bien sûr, mais on ne peut pas, à la douleur de l'événement terroriste qui arrive, rajouter la honte de n'avoir pas fait tout ce qui est nécessaire pour l'avoir évité. Or, je me permets un exemple. Le terroriste de Nice était un étranger qui avait été condamné pour un délit de droit commun. Il n'était pas Eh bien, laissez-moi terminer ma phrase. Tous les étrangers qui sont condamnés pour des délits ou pour des crimes doivent rentrer chez eux. Pour une raison simple, Madame Salamé, c'est qu'ils ont violé au moins 2 lois. La loi pénale pour laquelle ils ont été condamnés et la loi de l'hospitalité. Pour n'importe quel délit, un étranger, n'importe quel délit? Mais madame, vous venez dans un pays... vol. Enfin, pardon, mais je pose la question. On peut retrouver quand même un minimum de socle de valeurs dans notre pays? Vous arrivez dans un pays pour y commettre un délit? Parce que si vous y arrivez pour y commettre un délit, eh bien ce pays a tout le droit de vous renvoyer chez vous. Et même, je vais vous dire peut-être, de vous interdire d'y revenir. Et Mohamed Merah était français. Mohamed Merah était français, il était français par le droit du sol et à 18 ans, il avait déjà un très long casier judiciaire. Moi, je veux la suppression du droit du sol. Je pense que la nationalité française s'hérite ou se mérite. À 18 ans, lorsque un jeune étranger demande sa nationalité, eh bien, l'on regarde un certain nombre de critères et le casier judiciaire en fait partie. Je ne vois pas une seule bonne raison d'accorder la nationalité française à quelqu'un qui a commis plusieurs délits, encore une fois, sur notre territoire. 2 questions internationales. Nous avons un accord avec la Turquie pour contenir l'arrivée des migrants sur le sol européen. Faut-il maintenir cet accord qui a largement contenu, effectivement, qui a largement été efficace depuis un peu plus d'1 an et demi? Mais pas du tout, Monsieur Pujadas. Nous n'avons pas d'accord avec la Turquie. Nous avons un accord européen. Non, c'est Madame Merkel qui est allée passer un accord avec M. Erdogan sans demander l'avis de personne, et encore moins le nôtre. J'ai vraiment, objectivement, beaucoup de mal à supporter la multiplication des humiliations que subit notre pays, notamment, il faut bien le dire, de la part de Mme Merkel. En faisant cela, Mme Merkel a permis à M. Erdogan de faire preuve d'un véritable chantage à notre égard, puisque la contrepartie, ce sont des milliards que M. Erdogan a réclamés. Et aujourd'hui, M. Erdogan menace toutes les semaines de rompre cet accord et de permettre une véritable submersion migratoire de l'Europe si on ne lui accorde pas ceci, cela, si on le critique, etc. Vous rompez cet accord ? On ne se met jamais, quand on est un pays indépendant et souverain, dans les conditions d'être victime d'un chantage. En faisant cela, Mme Merkel a commis, je crois, une grave faute politique. Et en acceptant cela de Mme Merkel, M. Hollande en a commis une plus grande encore. Et s'il rouvre les frontières, Mme Le Pen? Mais Madame, c'est la raison pour laquelle je veux que nous ayons des frontières nationales. Nos frontières que nous maîtrisons. Je n'ai aucune confiance dans la passoire de Schengen, ni Schengen 1, ni 2, ni 3, ni rien de tout cela. Et je vous annonce d'ailleurs que l'Italie vient d'admettre qu'elle a reçu 60% de plus de migrants que pendant la même période de l'année dernière. Ça veut dire que les flux de migrants ne sont pas derrière nous, mais qu'ils sont devant nous. Et moi, je dis aux Français, reprenez la maîtrise de nos frontières, parce que sinon, encore une fois, nous ne pourrons pas arrêter cette vague migratoire qui a des conséquences très lourdes sur notre économie, sur notre système de protection sociale, mais aussi évidemment sur notre sécurité et sur notre unité. Marine Le Pen, vous vous êtes réjouie de l'élection de Donald Trump. Vous avez été une des rares dirigeantes politiques à parler de bonnes nouvelles en novembre dernier. Quand il a frappé, il y a 2 semaines, l'armée de Bachar el-Assad, est-ce qu'il vous a déçu? Oui, en tout cas, c'était contradictoire avec les engagements qu'il avait pris. Il a dit une chose
clair. Il a dit « Je veux être le président des États-Unis, je ne veux pas être le président du monde. Et je ne serai plus dans la lignée des administrations américaines qui ont commis des ingérences dont on a vu les conséquences, parce que ces ingérences ont eu des conséquences négatives. Et je pense à la France d'ailleurs, car moi je pense toujours à la France. À chaque fois que je me pose une question, quelle décision est-ce que je dois prendre, je pense toujours à l'intérêt de la France et des Français. Je vois les conséquences de l'intervention en Irak. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a créé le chaos et renforcé le fondamentalisme islamiste. J'ai vu les conséquences en Libye. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a permis de mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Donc il a pris une décision qui était contraire à ses engagements. Bon, je le note. Qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous étiez présidente de la République? Ben, je lui aurais dit exactement cela. Je lui aurais dit exactement cela. Nous verrons d'ailleurs ce qui se passera dans l'avenir, mais j'espère que ça ne va pas redevenir une politique systématique des États-Unis, au risque, encore une fois, de renforcer ce qui représente un des plus grands dangers pour notre pays aujourd'hui, à savoir le développement de cet islam radical qui vient frapper jusque sur notre propre territoire, en se servant parfois d'ailleurs des flux de migrants, comme ça a été le cas pour le terroriste de Stockholm. 2 mots encore, un peu plus personnel. D'abord, question sur votre parcours. On a retrouvé cette photo où vous êtes jeune avocate. Merci de me rappeler que j'étais jeune. C'était il y a 25 ans, si je ne m'abuse. C'était votre première vie, votre première carrière. Est-ce qu'elle vous manque, cette vie d'avocate, cette carrière-là, ce métier-là? Il y a 65 millions de Français qui attendent d'avoir un très bon avocat. Donc, quelque part, est-ce que j'ai vraiment changé de vocation? J'en suis pas sûr. Je passe mes journées entières à les défendre. Mais j'en suis toujours comblé, d'ailleurs. Dernière question, la même pour tout le monde. Est-ce que vous avez un regret à l'issue de cette campagne? Un mot que vous aurez dit que vous regrettez? Quelque chose que vous avez fait que vous regrettez? Non, non, j'ai absolument aucun regret. J'ai vécu une très, très belle campagne. Peut-être le regret de ne pas avoir plus multiplié encore ces meetings que j'ai effectués dans des petits villages, des villages parfois de 800 habitants ou de 2000 habitants, à la rencontre de cette France qui a le sentiment d'être abandonnée, qui subit les conséquences de la désertification et qui, à mon sens, est sortie des radars des élites politiques. Eh bien, j'ai trouvé une ferveur, j'ai trouvé un dynamisme incroyable. Donc, je veux aussi me battre pour ces campagnes françaises, cette ruralité qui souvent n'apparaît pas dans les préoccupations de nos dirigeants politiques. Est-ce que vous n'avez pas le regret de ne pas d'avoir mis peut-être un peu trop la sortie de l'euro au cœur de votre campagne? Non, moi je n'ai jamais de regret à dire la vérité aux Français. Et surtout quand je leur dis, à l'issue de cette négociation, c'est vous qui allez décider, par un référendum. Je ne ferai rien, je n'engagerai jamais la France dans un choix aussi important que celui-là, sans avoir votre avis, votre accord. Je ne ferai rien et j'en prends l'engagement. Je ne ferai rien sans le peuple français ou contre lui. Ma campagne, c'est au nom du peuple que je la mène. Eh bien, mon quinquennat, c'est au nom du peuple que je le mènerai aussi. Merci Marine Le Pen. Et à tout à l'heure pour votre conclusion. Vous terminez avec une poignée de secondes d'avance qui vous seront créditées tout à l'heure lors de votre conclusion. Il est aux alentours de 21 h sur la célèbre avenue des Champs-Élysées lorsqu'un homme sort de sa voiture, arme automatique à la main, et ouvre le feu. Sa cible, des policiers stationnés en surveillance statique dans leur véhicule. Après avoir blessé 2 autres policiers ainsi qu'une touriste touchée plus légèrement, l'assaillant a finalement été abattu par des tirs de riposte. La section antiterroriste de la police judiciaire de Paris a été saisie par le parquet. L'identité de l'homme âgé d'une quarantaine d'années est connue des autorités. Il aurait fait l'objet d'une enquête antiterroriste. Des perquisitions menées en Seine-et-Marne au domicile du titulaire de la carte grise retrouvée dans le véhicule, utilisé par l'assaillant. La voiture de type Audi a été enlevée de la voie publique un peu plus tard dans la nuit. L'attaque a quant à elle été revendiquée par l'organisation État islamique. La parole est à vous, vous êtes la dernière à conclure, ainsi on a voulu le tirage au sort. J'avais réfléchi à cette conclusion. J'avais pensé parler mondialisation, enjeu de civilisation, et puis j'ai quitté le plateau tout à l'heure et j'ai appris que le cauchemar recommençait, une fois encore. J'ai été saisi par le même sentiment que j'ai déjà connu, de tristesse et de colère sourde en même temps. Sentiment de tristesse, évidemment, pour les forces de l'ordre, une fois de plus, qui payent un lourd tribut à la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et de colère sourde parce que
Je suis étreinte par le sentiment que tout n'est pas fait. Voilà, je le dis simplement, mais clairement, pour mettre nos compatriotes à l'abri. J'ai entendu, et je m'y associe, des mots de compassion à l'égard des forces de l'ordre, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, car ils attendent de nous autre chose que de la compassion, ils attendent de nous des moyens pour pouvoir se défendre, pour pouvoir combattre ce danger gigantesque que représente le terrorisme islamiste. Je ne veux pas qu'on s'habitue au terrorisme islamiste. Je ne veux pas qu'on dise à notre jeunesse qu'elle vivra en toutes circonstances, quotidiennement ou encore durablement avec ce danger. Je veux qu'on mette en place un plan d'attaque, clairement, contre ce terrorisme islamiste. Il passe par toute une série de mesures, les frontières, mais aussi s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire à l'idéologie elle-même qui pullule sur notre territoire depuis des années. C'est fini le laxisme, c'est fini la naïveté. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays impuissant à les défendre. Il faut de la lucidité, il faut du courage, il faut de la détermination. C'est cela que vous, Français, vous devez maintenant exiger et choisir.